Alors, on a décidé de rendre ça dynamique, là, d'un commun accord avec mes collègues panélistes et conférenciers. On a décidé de faire ça debout hein, pour bouger un peu. Alors, on a vu tout au long des 2 jours du Sommet des Forces fraîches vraiment là, des projets exceptionnels, en fait, des idées, des besoins de la communauté. Puis souvent, un des ingrédients qui est comment on réussit à mobiliser notre gang, comment on réussit à mobiliser des gens pour faire converger des capitaux, faire converger des compétences, travailler à une plus grande synergie avec la communauté. Donc, aujourd'hui, on vous propose différentes expertises, différentes expériences, en fait, de gens qui s'investissent à étudier ou à travailler justement dans une optique de collaboration. Et à différentes échelles, vous allez voir, on va passer du local au national, en passant par la recherche, et on va revenir sur des facteurs qui peuvent favoriser une plus grande collaboration. Pourquoi on fait ça? Quels sont les bénéfices? Et finalement, quels peuvent être aussi les freins à cette collaboration-là? On rentre dans le sujet, on fait un petit tour de table rapide avec 4 minutes par personne pour qu'on puisse cadrer les projets, qui fait quoi, où. Et je commence avec Kevin, je te laisse te présenter. Puis qu'est-ce que vous faites chez vous? Bonjour, Kevin Bombardier, directeur général de Valcourt 2030. Qui connaît Valcourt 2030 ici? Ah, c'est le fun. Qui disait Valcourt 2030 avant? Ah, ben on a changé ça parce que les gens pensaient que c'était des projets pour les 20-30 ans. C'est pas le cas. En fait, tu vois, même du monde de Valcourt qui dit, ben coudonc. Donc, Valcourt 2030, c'est un petit OBNL qui a été fondé en 2014 dans le but de stimuler l'implication citoyenne, le développement local. Donc, planif stratégique d'ici 2030, où se voyaient les citoyens dans le temps. Donc, ils proposaient des projets autour de différents axes de travail. Donc, c'est des projets dans le culturel, scolaire, avec les entreprises, avec le municipal et avec, bien évidemment, les citoyens. Donc, c'est de mettre les citoyens au cœur de ces projets-là. Initiative locale qui a été initiée par la Fondation J. Armand Bombardier, parce qu'il y a un monsieur dans le temps qui s'appelle encore Laurent Baudouin, ça vous dit peut-être quelque chose. Tu sais, qui dit Valcourt dit BRP. Là. Oui. Il passe sur la rue principale à Valcourt et il arrive au bureau en choisissant le sacre de son choix, que ça fait dur, la rue principale à Valcourt maintenant. C'est plus ce que ça a déjà été. On rassemble les acteurs locaux et on met en marche un plan d'action pour redynamiser tout ça. Donc, on passe de création de marché public à obtention des classes de secondaire 5 à Valcourt. Ça, c'est le fun pour ceux qui ont des jeunes, hein, madame? Oh oui. Des projets, on a créé un livre avec des jeunes, mais le projet phare, depuis à peu près 3 ans, on avait un axe de travail qui était l'attractivité et la rétention de la population. Parce que pré-COVID, c'était dur d'inciter les gens à venir s'établir en région. Ça a changé beaucoup depuis. Mais on avait des entreprises qui recrutaient à l'étranger et qui se disaient, ben j'ai loué une maison, à l'interne, j'ai averti mon staff qu'il va avoir des travailleurs étrangers, tout est cool, ça va bien aller. Ben, je vous annonce que ces gens-là ont eu beaucoup de difficultés à socialiser et on se rendait compte qu'il manquait ce filet d'accueil-là. Donc, on a mis en place un comité d'intégration qui s'appelle Bienvenue Région de Valcourt et depuis ce temps-là, ben, c'est devenu un axe de travail complet dans notre plan d'action. Ça nous a obligés, c'est un beau problème, là, mais à engager une nouvelle ressource pour s'occuper de ce projet-là. Donc là, on passe de le projet là, qui a donné le kick pour ce comité-là, c'est un Marocain qui vient nous voir, qui dit « Moi, je parle français, mais chez BRP, je comprends 50% de ce qui se dit à cause des expressions, à cause du débit, à cause de l'accent. On peut-tu faire quelque chose avec ça? » Et on dit ben, « Dans 2 jours... t'invites ta gang, on va au parc, puis on vous fait une initiation, expression québécoise 101. Et là, on part avec « Montrez-nous à sacrer ». Oui, on va vous montrer à sacrer, mais on va conjuguer les sacres aussi. Puis on va en faire des adverbes. Puis chauffer mon char, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'été, il fait déjà chaud. Donc, on a commencé comme ça. Ils en parlent à leur gang. On veut faire du patin, OK, puis on va faire des potlucks, du karaoké et oui, évidemment, évidemment, l'incontournable. Donc, on a développé une série d'activités comme ça qui nous ont permis, en fait, d'intégrer ces gens-là et en faire pas juste des travailleurs, mais des citoyens du milieu qui, maintenant, décident de s'impliquer dans leur milieu. Fait que je ne vous en dis pas plus parce qu'on va en discuter tout à l'heure, mais c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Merci. Alors là, on passe d'un échelon local, Valcourt, à un échelon intermunicipal ou intercollectivité avec les ateliers des savoirs partagés, Caroline Dufresne.
Je te laisse présenter les initiatives. Merci, c'est bon, il y a un timer. Ah, Il y a j'ai même un 45 secondes de plus. Non. OK. Bonjour. Donc, Caroline Dufresne, je coordonne le projet des ateliers des savoirs partagés. C'est le fun d'être ici parce que c'est un projet qu'on a commencé il y a 10 ans, ici même, au Petit Bonheur de Saint-Camille. Donc, première mouture, disons, du projet je vais dire ASP des fois, parce que Atelier des savoirs partagés, c'est un peu long, mais donc ASP démarré en 2012 avec une gang de chercheurs du CRIS aussi, le Centre de recherche sur les innovations sociales. On sortait d'un projet de laboratoire rural où on avait déjà une mobilisation, travail de concertation de différents organismes de Saint-Camille et de travail avec des chercheurs aussi. Puis on avait envie de garder cet élan-là. Puis on s'est dit que ce serait le fun d'avoir des formations pour les citoyens, mais pas dans un mode universitaire ou collégial, mais plus basé sur le partage de savoir, le co-apprentissage. Donc, quelque part, un espace où tout le monde peut apprendre les uns des autres dans des relations vraiment égalitaires entre la recherche et le terrain. Donc, on a vraiment, pendant 2 ans, offert des ateliers, là, des discussions, des journées de rencontres sur des thèmes qui étaient choisis par les citoyens leaders, donc des gens déjà impliqués dans la communauté, et puis qui étaient, ces ateliers-là, co-préparés puis co-animés par un duo recherche-terrain. Donc, on a fait ça 2 ans, puis on s'est dit après, bien, ce serait le fun d'ajouter une couche d'échange avec d'autres communautés rurales. Donc, on a ajouté la municipalité de Petit-Saguenay, yeah, et la MRC de Bellechasse, qui est là aussi. Là, Guy Boudreau était là. Guy, j'ai pas entendu tantôt. de wouhou. Non, il n'est pas. Il n'écrit pas. Je pense qu'il est à l'église. Fait qu'on a fait une autre édition, donc partage, échange, atelier, etc., avec les 3 communautés rurales. Puis toujours une gang de chercheurs. On était plus comme une douzaine à ce moment-là. Puis récemment, depuis 2021-22, on fait un changement d'échelle, disons. On est maintenant 9 communautés, puis on devrait atteindre 15 communautés dans les prochains mois, prochaines années. Donc, la base de ce projet-là, c'est toujours la vitalité des communautés rurales. Les sujets, les enjeux sont variables, mais en même temps assez semblables d'une communauté à l'autre. On est beaucoup sur les services de proximité, le maintien donc des services de proximité, bien sûr le logement, tout ce qui touche l'alimentation, les communautés nourricières. Transformation d'église. Transformation d'église, c'est ça, exactement. Rétention de nouvelles populations. La relève aussi dans les organisations, pas juste les travailleurs, mais les gens qui s'impliquent, qui viennent s'impliquer dans les organismes. Voilà. Fait qu'un des souhaits, c'est de raccourcir les processus d'innovation sociale, disons, par le partage. Qu'est-ce qui s'est fait quelque part, puis qui peut nous inspirer, puis qui va nous permettre de gagner du temps dans nos communautés. Puis, voilà. Puis peut-être dernière chose, bien, les gens échangent en sous-groupe, donc partagent leurs enjeux sur leurs expériences en sous-groupe, mais après, partagent avec le reste des communautés. Puis, c'est pas mal là que je m'arrêterais. T'es pas mal bonne. Merci. Donc, à partir de la mobilisation des connaissances entre collectivités, on arrive à une mobilisation des connaissances à l'échelle du Québec, à l'échelle de communautés de pratique, avec l'outil Passerelle. Joël Nadeau, projet collectif, Passerelle. Oui, bonjour, je m'appelle Joël. Je suis obsédé par la captation des apprentissages. Hier, c'est ça, on disait, hein, l'importance de capter les apprentissages dans l'événement pour les garder vivants et tout. Puis là, j'ai été un peu perturbé parce que quelqu'un qui est venu me voir, il dit « Ah, je suis content de t'entendre dire ça. Je t'ai entendu dire ça à peu près dans les mêmes mots il y a 20 ans. » Ça m'a donné un choc un peu. Mais c'est vrai que je traîne ça depuis longtemps. Puis, dans différents milieux culturels, militants, après ça avec Solidarité rurale du Québec. Et puis en 2016, avec Territoire innovant en économie sociale et solidaire, on est parti sur cette idée-là de développer la plateforme Passerelle, qui n'est pas juste une plateforme, je vais vous le dire après, mais donc passerelle.québec qui a vu le jour en 2018, en partant du constat que, puis on le voit aujourd'hui, cette semaine ici, il y a un paquet de belles choses qui se font partout à travers le Québec, mais ça reste souvent isolé. Les gens ne se parlent pas nécessairement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait ailleurs et comment est-ce qu'on peut profiter de ça. Ce matin, on avait
des présentations sur la transformation des églises. Puis c'est fou, toutes les connaissances qui se développent puis qui pourraient bénéficier à d'autres. Donc, l'idée de développer un outil et une approche qui permet de mettre ça en commun, donc la plateforme passerelle.québec, mais aussi une démarche d'accompagnement de communautés de pratique, que ce soit sur la transformation des églises, les ateliers des savoirs partagés. Il y en a eu 200 qui sont passés là, pendant ces années-là. Donc, concrètement, la plateforme Passerelle permet de faire de la veille collaborative, de démarrer des communautés de pratique, de mettre en commun des ressources. Et puis, donc, on a appris de cette expérience-là, puis de cet accompagnement-là des communautés. Et puis, on voulait pérenniser le projet aussi. On a réalisé que c'était très économie sociale, développement du territoire, qu'il fallait décloisonner encore davantage, ouvrir encore plus, qu'il fallait moderniser les outils parce qu'on est un peu habitué à des plateformes commerciales, donc à un usage encore plus malléable des outils, et qu'il y avait un besoin encore plus important que ce qu'on avait vu en termes d'accompagnement, oui, des communautés de pratique, mais des organisations pour capter les apprentissages, justement. On veut tous faire ça, on veut tous mieux collaborer, mais on manque de temps pour le faire. Puis souvent, le manque de temps, mais ça cache d'autres choses, puis on va en parler tantôt dans les enjeux de collaboration. Mais donc, on voulait agir sur ce levier-là. Donc, j'en arrive enfin à parler de projet collectif. Il reste 2 minutes. C'est super bon, Joël. Projet collectif, donc, est une organisation qui a été créée il y a 1 an. On est actif depuis janvier, concrètement. Passerelle a migré d'UTS vers projet collectif. Et ce n'est pas un OBNL d'abord numérique. Le mandat, c'est de favoriser l'accès aux connaissances, puis stimuler la collaboration entre les territoires, entre les secteurs, de différentes manières. Donc oui, le numérique, ça en est un. On s'en vient avec une nouvelle version de Passerelle, avec Praxis aussi, qui est un outil de mise en commun des connaissances avec des carnets de notes, des liens entre les connaissances. Donc tout le monde va pouvoir l'utiliser pour partager les expériences, les apprentissages qui émergent de nos communautés. Et à travers ça, c'est de pousser encore plus loin l'accompagnement, les méthodologies, d'être dans des événements justement comme présentement, et de développer un réseau d'aiguillage qui va être en partie porté par projet collectif, mais qui va être décentralisé. Donc, vous serez tous et toutes invités à faire partie d'un réseau qui permet d'aiguiller les gens en fonction de leurs besoins vers les bonnes ressources, vers qui a déjà démarré tel projet, est-ce qu'il existe une recherche, un outil pour telle chose. Donc, de pouvoir ensemble référer les gens vers ces bonnes expertises et ressources-là. Tout ça très ancré vers une transformation des modèles, vers des transformations sociales aussi, donc de mise en relation entre les territoires et entre les secteurs. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Et pour la suite, là, j'aimerais ça que vous vous tassiez un petit peu pour que... Oui, Valérie, viens ici, là. Puis Joël, je ne sais pas si avance-toi d'un pas, comme ça tu ne seras pas dans la projection. Hey, donc, on parlait tantôt justement de décloisonner, de passer de l'économie sociale, d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Collaboration, mutualisation, c'est vraiment véritablement quelque chose qui est à la mode. On le voit un peu partout. Puis Valérie Grandbois, tu as travaillé à différentes recherches qui analysaient justement dans des écosystèmes d'accompagnement ces notions-là de collaboration, de mutualisation et tout ça. Je te laisse en parler. Oui, je vais d'abord me présenter parce que là, j'aurais vraiment le goût d'entrer dans le vif du sujet. Valérie Grandbois, je suis professeure-chercheur à l'Université de Sherbrooke dans un poste bifacultaire. On parle de collaboration, de mutualisation. C'est un tout nouveau poste qui a été créé entre gestion, la faculté de gestion, et la faculté de génie, précisément génie mécanique. Et donc, j'occupe ce poste-là pour favoriser la mutualisation des ressources, également l'accompagnement des étudiants entrepreneurs qui sont dans ces 2 facultés-là principalement et aussi ailleurs dans d'autres facultés. Donc, depuis les 5 dernières années, j'ai mené plusieurs projets de recherche en collaboration avec d'autres universités également sur l'écosystème entrepreneurial avec une perspective sur l'entrepreneuriat technologique. Mais rapidement, on s'est rendu compte que, il fallait s'intéresser aux écosystèmes régionaux dans le cas qui nous intéresse. Donc, on inclut pas mal toutes les régions, la ville de Québec notamment, mais on exclut Montréal. Donc, c'est un choix qu'on a fait de faire de la recherche que sur les régions qui sont intéressées par l'entrepreneuriat général, en particulier l'entrepreneuriat technologique. Et récemment, on a fait une quinzaine d'études là, dans les 5 dernières années, dont plusieurs sur la collaboration entre les acteurs de l'accompagnement, à l'intérieur d'un même écosystème régional, mais aussi entre des régions.
Et là, moi, j'ai un regard un peu plus critique par rapport à ces collaborations-là, parce qu'il y a eu plusieurs constats qui ont émergé, notamment le fait que la collaboration, vous le savez, se présente sous différentes formes, mais parfois on l'oublie. Donc, il y a en tout cas une certaine gestion des attentes à faire et beaucoup de transparence à communiquer quand on collabore et accepter aussi certains compromis là-dedans. Donc, on a pu mettre ça en lumière avec des cas réels dans plusieurs régions du Québec. Et surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans plusieurs de ces régions-là, il y avait un très fort discours de la collaboration, mais des actions de compétition. Donc, le discours dit une chose, puis il est véhément, ce discours-là. On veut vraiment collaborer. Il y a des intentions claires. On va soumettre des demandes de subventions où on s'est mis des partenaires et des collaborateurs. Mais là, quand on creuse et qu'on reste sous la forme de recherche-action, justement, auprès des acteurs, on se rend compte que, bien, finalement, il y a plusieurs actions concrètes qui sont prises pour se protéger ou pour enlever certains éléments à d'autres acteurs de manière tout à fait inconsciente dans la plupart des cas. Mais c'est parce qu'il y a un esprit de compétition sur le territoire qui sont liés à des enjeux de gouvernance, reddition de comptes. Donc, je ne vous apprends rien là-dessus. Mais c'était cet aspect-là de contradiction qui nous a intéressés. Et là, on s'est vraiment penché à fond sur les collaborations et tous les autres mécanismes d'interaction. Donc, la compétition, la mutualisation, la notion de guichet unique, qui est une chose qu'on entend beaucoup. Et surtout, qu'est-ce que ces modes d'interaction-là ont comme impact et bénéfice pour ceux qu'on veut accompagner. Et là, il y avait une autre contradiction. Donc, tous les efforts de collaboration qui étaient faits n'avaient pas d'impact direct sur les entrepreneurs. Donc là, on se disait, bon, mais c'était un peu décevant. Là. Les acteurs n'étaient pas contents de recevoir ces résultats-là, mais on ne les abandonnait pas. On a continué à travailler avec eux, faire des outils également pour les aider là, à faire de bonnes collaborations. Et donc, c'est un peu ça que je vais partager aujourd'hui au regard là, de la discussion avec mes collègues. C'est super intéressant. On voit, dans le fond, qu'il y a une intention. Puis je sais que vous le savez, vous savez, là, les programmes de financement, ils évoluent, puis on voit souvent, en fait, des points qui sont donnés. Bon, si on a différents partenaires, on va chercher des lettres d'intention. Il y a des programmes qui s'adressent spécifiquement à des actions de mutualisation. Fait que ça fait partie d'un discours qui est là. Puis effectivement, qu'est-ce qui favorise une collaboration, disons, plus saine possible, ou dans le fond, tu sais, je pense, Caroline, tu disais, dans le fond, les gens, ils s'engagent de façon volontaire à travers les ateliers des savoirs partagés. Penses-tu qu'il peut y avoir une certaine forme d'obligation pour les gens d'adhérer à ça parce qu'on a l'impression de manquer un bateau autrement? Ou qu'est-ce qui favorise sinon une collaboration ou cette implication-là de différents milieux à échanger d'informations à travers une programmation comme celle des ateliers des savoirs partagés? Bien, je ne sais pas s'il y a une obligation. Les gens s'engagent, oui, de manière volontaire parce qu'ils le souhaitent et qu'ils ont envie. En même temps, c'est quand même un projet qui soutient financièrement aussi cet engagement-là. Là, il y a des sous dans le projet qui vont à l'animation dans les milieux des réflexions puis des actions liées au partage de savoir. Tu sais, on prend souvent l'image, nous, d'un millefeuille. Là. Les ateliers des savoirs partagés, c'est comme une petite couche dans le millefeuille. Là, on ne change pas le goût dans la communauté, mais on vient ajouter peut-être une petite texture ou un petit quelque chose. T'sais. Fait que les gens viennent chercher de l'inspiration, viennent chercher des idées qui se sont faites ailleurs. Puis c'est vrai que ça prend beaucoup de transparence ou d'honnêteté ou dans le partage d'informations. C'est parler de ses erreurs ou de ses moins bons coups. Ça va être aussi pertinent, finalement, que de juste montrer les succès, là. De se montrer dans sa fragilité. Partager ses émotions. À une échelle locale, Kevin, dans le fond, est-ce que les gens s'engagent dans Valcourt 2030 de façon intéressée ou désintéressée? C'est quoi les bénéfices qu'ils y voient à s'impliquer puis à collaborer avec vous autres? Je serais déçu qu'ils soient désintéressés parce que c'est eux autres qui proposent les activités. Fait que ça, c'est sûr que si vous proposez des projets, venez nous aider, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ils sont partie prenante des projets. Nous, notre mandat, c'est, on veut les accompagner. Est-ce que vous cherchez du financement? Est-ce que c'est juste de structurer votre projet avant d'aller voir d'autres partenaires, par exemple? Donc, les impliquer comme ça, c'est sûr que ça crée tout de suite un intérêt. Ensuite de ça, il faut que ce soit une expérience positive. Le résultat final ne sera peut-être pas toujours ce qu'on avait espéré au départ, mais si au moins on apprend en cours de route, ça maintient l'intérêt des citoyens, je pense, à participer au projet. Nous, c'est sûr que, comme je dis, le volet comité d'intégration,
pour les nouveaux arrivants. Et c'est aussi nouveaux résidents, là, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont arrivés pendant la pandémie. Fait que c'est de créer un lien avec les anciens et les nouveaux, comme je disais tout à l'heure. L'expérience positive qu'on crée au départ, tout de suite, les gens sont en mode, ben qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'abord, pour vous redonner ce que vous nous offrez quand on vient ici. Puis là, c'est des concepteurs qui disent, nous, on veut faire des ateliers de robotique pour les jeunes. On peut-tu faire ça? Oui, ce serait bien le fun. Fait que de maintenir cet intérêt-là, d'accompagner aux besoins. Puis nous, on fonctionne... le mot « avoir du fun », l'expression « avoir du fun », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Mais nous, nos projets sont souvent orientés autour de ça, tandis que des fois, on est plus en mode reddition de compte. On veut des crochets, on veut des gens qui assistent. Puis on perd cette notion de mise en contact puis d'utilité du projet. Fait que nous, c'est pas mal ça l'essence de notre structure qui fait en sorte que les gens demeurent motivés. Nous autres, justement, quand on travaillait avec les ateliers des savoirs partagés, puis l'intervention des chercheurs, ils nous disaient ça, c'est le don et le contre-don. C'est-à-dire que quand tu donnes quelque chose, la personne qui s'est fait donner quelque chose, elle reste avec une obligation vis-à-vis de ce donateur-là. Donc, quand la communauté donne, il y a un effet de dire, bien, je me sens redevable de la communauté. Puis c'est cet échange-là du don et du contre-don qui crée l'effet de la communauté. Au niveau des communautés de pratique, qu'est-ce qui motive une implication? C'est quoi les principes de réussite, finalement, d'une bonne implication dans une communauté de pratique? Ça va dépendre aussi de chaque communauté de pratique, mais il y a des éléments qui reviennent, puis il faut que ça parte des besoins des gens. Puis j'ai observé les mêmes choses là, sur les limites de la collaboration, la compétition dans les réseaux, les tensions, les temporalités différentes, les langages différents, il y a des arrimages dans les objectifs. Puis souvent, on pense... On arrive avec des beaux projets qui sont intéressants sur papier, où on voit les organisations collaborer, alors que dans les faits, c'est les individus qui font partie des organisations qui collaborent ensemble. Et ces individus-là vont collaborer ensemble à partir du moment où ils ont des objectifs clairs qui viennent d'eux autres, qui viennent de leurs pratiques, qui viennent de leurs besoins, et non pas qui sont pilotés par des intérêts stratégiques du plan stratégique de l'organisation ou des demandes de financement ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit des enjeux donc, qui sont rencontrés sur le terrain ou que ça réponde à des aspirations. Et donc là, à partir du moment aussi où le groupe a une certaine autonomie et développe une confiance, c'est vraiment deux éléments importants, là, l'autonomie dans les processus et la confiance entre les gens qui sont autour de la table. Mais là, il y a des choses qui peuvent commencer à se créer. Après ça, il y a plein de techniques puis de modalités, puis ça prend une bonne animation, puis ça prend quand même une capacité à documenter ce qui se fait, puis à se relancer, puis à pousser plus loin les projets, à se challenger, à aller chercher de l'information qui va aussi de l'externe, qui va pousser un peu finalement la réflexion des gens. Il faut être capable de multiplier les occasions de collaboration à l'intérieur du groupe. Donc, il y a beaucoup de conditions sur lesquelles on peut jouer d'une manière concrète pour favoriser le co-apprentissage, finalement, entre les gens dans une démarche comme celle-là. Mais vraiment, il faut que ça parte des besoins des gens, puis que les modalités soient déterminées par les gens qui font partie d'une communauté de pratique. Valérie, je te vois réagir. Oui, Est-ce que ça résonne chez vous de ce que vous aviez vu dans vos recherches? Bien, complètement. Puis si je peux le souligner, en fait, dans les antécédents à la collaboration, à ce qu'on doit faire avant d'envisager une collaboration, bien, il y a le fait d'explorer qu'est-ce que c'est que de faire une collaboration dans mon domaine. Donc, évidemment, de participer à des ateliers qui sont proposés d'échanges de bonnes pratiques, participer à une communauté de pratiques également, ferait partie là, des recommandations numéro 1 avant même d'envisager sur quel projet de collaboration on pourrait travailler et avec qui. Donc ça, c'est un élément qui est ressorti dans les collaborations qui ont fonctionné et qui était aussi présent dans les collaborations qui n'ont pas fonctionné. Donc, qui n'ont pas fait ce travail-là avant de voir mais comment ça se concrétise dans mon domaine ou pour une organisation de mon type que de collaborer. Puis quels ont été les enjeux particuliers ou le rythme particulier dans ce contexte-là. Donc, vraiment, là, ça à faire avant de collaborer. C'est drôle, je fais un parallèle avec la présentation d'avant, avec Entremise, qui dit que c'est le fun d'essayer quelque chose avant de s'engager davantage, donc une utilisation de transitoire. Mais là, on pourrait parler de collaboration transitoire ou d'implication transitoire avant de s'engager dans un projet concret. Oui, complètement. Et là, je pourrais même faire du pouce avec ce que Kevin disait. Avant de se lancer dans une grosse collaboration formelle, puis là, il y a des types de collaboration qu'on peut nommer. Là, j'ai un outil décisionnel que je pourrais partager. Mais avant de se lancer dans la grande collaboration qu'on envisage là, avec plein de partenaires et de collaborateurs, bien, d'abord des quick wins. C'est vraiment le terme qui a été utilisé, mais de travailler sur est-ce qu'on peut offrir ensemble un atelier une fois.
voir, ça a été quoi la charge de travail qui a été nécessitée, ça a été quoi les irritants, est-ce qu'il y a eu des tensions? Et donc, en même temps, ça permet d'avoir des porteurs, des gens qui vont incarner vraiment cette collaboration-là et qui vont développer une certaine marge de manœuvre aussi, parce que ça, c'est un des obstacles importants. Pour collaborer, ça passe par les individus et il y aura un plus grand succès, Joël le nommait, si ça vient, si c'est endogène ou grassroots, plutôt que si c'est une approche top-down. Donc, une commande que j'ai de mon dirigeant parce que là, il s'est fait dire là, par son propre bailleur de fonds qu'il devait collaborer, qu'on devait augmenter le nombre de participants. Mais si ça vient des porteurs, des acteurs qui sont sur le terrain, il y a de plus grandes chances que ça fonctionne. Et là, en même temps, c'est qu'on peut se sentir un peu paralysé dans la structure organisationnelle. On ne sait pas si j'ai une marge de manœuvre, mais d'essayer d'organiser un atelier une fois, c'est un engagement qui est limité. Et là, ça peut nous permettre de voir est-ce que ça a été facile ou pas d'organiser cet atelier-là par rapport à mon leadership, là, par rapport aux gens sous qui je travaille. Là. Kevin, as-tu vu des quick wins chez vous? Oui, beaucoup. D'ailleurs, avant d'offrir les activités grand public, souvent, nous, on a un petit groupe fermé où on discute, on dit toujours, on fait des projets pilotes. Fait que si ça ne va pas bien, on fait comme, c'est un projet pilote. Puis quand on l'offrira grand public, on sera bien rodé. Mais ce que tu mentionnais aussi, quand ça part du bas, souvent, nous, pour nos partenaires ou nos partenaires même financiers, on est les yeux et les oreilles sur le terrain. Fait que les entreprises qui embauchent, qui cherchent des logements, puis on sait qu'il y en a très peu, ben moi, je suis un peu la commère du village qui peut dire « Ah, telle madame, son sous-sol, elle loue, mais elle ne l'affiche pas parce qu'elle ne veut pas n'importe qui, tout ça. » Puis c'est pas tous les gens aux ressources humaines qui habitent à Valcourt aussi. Donc, quand on dit de partir du bas, ben, dans ce genre de situation-là aussi, ça vient nous aider à solidifier nos liens avec nos partenaires financiers. Donc, c'est encore plus gagnant pour nous parce qu'on prouve qu'on a une utilité. Dans le fond, on est là pour développer le milieu, mais il y a une utilité vraiment dans leur cours en plus de ça. J'aimerais te relancer, Caroline, les quick wins, là, parce que quand on parle de collaboration entre communautés, des fois, c'est abstrait. Là, les gens doivent dire pourquoi on se réunirait puis on s'assoirait. Est-ce qu'il y a des ateliers ou des activités que vous avez faites entre des communautés qui ont mené rapidement des petits gains qui ont mis les gens en confiance, justement? Oui, bien justement, là, j'entends quick win, puis en même temps, il y a de quoi de bien paradoxal dans les échanges un peu entre les communautés, c'est que ça prend du temps quand même. Puis il y a des moments où prendre le temps nous permet d'en gagner après. Il y a des fois où on se dit, voyons, on est juste là à jaser puis à rien faire, mais déjà réfléchir, se questionner, prendre ce pas de recul-là, c'est une action aussi. Il y a ce rapport-là, autant qu'on a, des fois, on est beaucoup pressé, mais qui peut permettre de gagner du temps après. Puis je pense, entre autres, on fait beaucoup des visites terrain. Là, on recommence. D'ailleurs, on a été un peu sur pause dans les dernières années, mais des visites dans les communautés, donc pour aller voir sur place les projets, pour rencontrer les gens qui sont impliqués dans les projets, rencontrer les élus, les citoyens. Des fois, il y a des activités culturelles qui s'ajoutent à ça, puis ça a l'air de rien. On se dit, bon, c'est un show, c'est des contes, mais il y a quelque chose qui se passe quand même là, qui développe de la confiance, du plaisir, de l'amitié aussi, qui n'est pas négligeable. Puis, on a parlé beaucoup d'églises ce matin, mais c'est sûr que c'est un exemple pour ici, même à Saint-Camille, quand il y a eu des visites d'autres églises qui ont permis de voir comment les bancs avaient été enlevés, puis comment ça s'était fait à cet endroit-là, puis qui a peut-être permis de gagner quelques mois, voire une année de temps dans le projet de transformation. Fait que dans la visite, dans cet échange-là aussi, il y a des... Oui, c'est très drôle parce que le projet de transformation d'église, nous, à Saint-Camille, on s'est inspiré, on a visité la Durantaie dans la MRC de Bellechasse parce que c'était vraiment un projet inspirant. Puis plus tard, en fait, les gens de Bellechasse venaient à Saint-Camille pour s'inspirer parce que c'était vraiment un projet inspirant à Saint-Camille pour eux. Des fois, on n'est pas prophète en notre pays, puis le fait d'aller ailleurs aussi, ça permet à des gens de sortir de l'esprit de clocher, de sortir de la dynamique locale, puis de voir autre chose, puis d'être dans un cadre informel. Je suis certain que ça résonne là, chez vous. Vous êtes tous engagés dans des pratiques collaboratives, c'est certain. Vous avez un réseau, vous avez en tout cas probablement aussi des partenaires et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses qui vous viennent en tête comme ça spontanément? Je suis pas sûr qu'on veut collaborer avec le public. Là. C'est une obligation qu'on a. On avait signé un engagement. Là, on va avoir des micros, mais sinon... Ah, parfait, Cathy. Toujours moi. En fait, c'est Valérie Framboise.
Grand Bois. Grand Bois. Grand Bois, OK. Ouais. OK. Très québécois. C'est moins cute, mais... J'avais une précision que j'aimerais ton avis là-dessus. Parce que là, tu parlais des attentes de collaboration dans mon domaine. C'est d'aller vérifier ça en amont. Je trouve ça intéressant. On est dans des projets en innovation sociale qui sont souvent multidisciplinaires. Fait que mon domaine est encore plus complexe des fois parce qu'il y en a 5 qui mergent. T'as-tu comme des commentaires, conseils là-dessus? Ou... Oui, on travaille justement là, sur des projets qui sont en collaboration avec plusieurs disciplines, notamment gestion génie. C'est pas facile de collaborer dans ce contexte-là. On parlait de référentiel tout à l'heure, d'avoir le même vocabulaire, super difficile. Mais nous, ce qu'on est allé faire pour piloter cette collaboration-là, c'est qu'on est allé voir d'autres projets interdisciplinaires. Fait que plutôt que d'essayer de retrouver les mêmes disciplines dans lesquelles je travaille, idéalement, on serait capable de retrouver une des disciplines avec lesquelles je vais interagir, mais d'aller voir des projets interdisciplinaires, comment ça s'est déroulé. Puis ça peut même être à l'international, parce que parfois au Québec, il y a quand même une certaine limite là, de ce qui a été accompli. On peut aller voir et s'inspirer comme ça de bonnes pratiques. Mais autant la collaboration que l'interdisciplinaire demande aussi qu'on crée un espace nouveau. Souvent, dans les collaborations, ce qu'on voit, c'est qu'on va essayer de faire une espèce de patchwork fou. Donc, de rapiécer les ressources de l'un, faire un collage pour pas trop déroger de ce qu'on fait habituellement, de ce que l'autre fait. Et on va mettre ça ensemble pour bonifier ou compléter l'offre. Mais il faudrait créer un nouvel espace. Ou à tout le moins, il faudrait imaginer ce nouvel espace-là. Et c'est la même chose qu'on doit faire avec l'interdisciplinaire. S'il y a juste plusieurs disciplines représentées dans un groupe et qu'il n'y a pas ce nouvel espace-là, bien, c'est de la tridisciplinarité, de la multidisciplinarité, ce n'est pas de l'interdisciplinarité. Et la collaboration, elle a cet impératif-là aussi de faire quelque chose de nouveau à deux et non pas juste additionner. On entend souvent la petite phrase « le 1 + 1 = 3 » en collaboration. Donc, il faut créer quelque chose de supplémentaire, de nouveau. Et ça, on a de la difficulté à le voir dans un échantillon restreint, je vous l'accorde. On a étudié à peu près 140 collaborations de différents types. De manière qualitative. Fait que c'est un très grand échantillon quali, mais petit au côté quanti. On continue les recherches. Mais il manquait ce nouvel espace-là de la collaboration qui était créé. Donc, on essayait plutôt de rapiécer. Je peux-tu rebondir sur cette plaisir. question-là aussi? On veut collaborer dans nos organisations, sur nos territoires, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obstacles, que c'est pas évident, qu'il faut développer une culture de l'apprentissage, qu'il faut accorder du temps à ça, il faut créer un contexte favorable. Puis c'est pas évident parce que on manque de ressources, puis aussi la culture de l'impact social fait en sorte que là, on veut que chacun de nos gestes ait un impact mesurable, concret, dans l'immédiat. Fait qu'on a plus de difficultés à se projeter dans le temps. Et ça, c'est encore plus vrai si on est dans de l'inter-organisation, intersectorielle, quand on est dans un contexte d'innovation sociale où là, tu as plusieurs acteurs qui ne sont pas les mêmes d'une organisation à l'autre et qui veulent collaborer ensemble. On voit toute la richesse des intersections qui peuvent se créer entre ces milieux-là. Mais là, déjà qu'on a de la misère à le faire dans nos organisations, il faut en plus être capable de se dégager du temps puis de le justifier puis de se créer des contextes favorables à ça dans un écosystème qui est vaste, qui se transforme, qui bouge constamment, où là, les acteurs changent, les enjeux évoluent rapidement. Donc, effectivement, ça amène des difficultés supplémentaires. Puis en même temps, moi, j'entends en tout cas que on sent qu'on est rendu là. Puis on a vu aussi dans la pandémie, les milieux qui ont le mieux réagi, c'est les milieux où il y avait des instances de concertation puis de collaboration qui étaient déjà fortes, qui étaient déjà en place avant la pandémie. Puis donc, on voit toute la nécessité face aux crises qui s'en viennent de mieux développer ces réseaux-là. Donc, je pense que tout le monde est un peu plus conscient de ça. Puis là, des organisations apprenantes, il faut qu'on développe un écosystème apprenant. Il faut qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble. Très intéressant. Oui, je vais répéter la question pour tout le monde. Ben vas-y. J'allais rebondir. Hein? Non, vas-y avec le micro, c'est pour l'enregistrement. Ah, OK, bon. Parce que vous parlez de collaboration dans votre milieu Micro. à Valcourt. Oui. On parle intermunicipal, on parle de Caroline qui vient vers les municipalités pour collaborer, pour s'assurer que les gens collaborent, que ça se passe bien. Puis je vous exclus, Valérie, juste pour tout de suite, mais j'essaie de voir, juste par exemple, la chambre de commerce, est-ce qu'elle était autour de la table chez vous dans votre revitalisation?
Oui, elle était là au départ. En fait, puis c'est une bonne question. Ça arrive à point parce que j'étais pour aller dans cette avenue-là. Nous, notre collaboration, ce qui est le fun en plus, c'est que les organisations sont sur mon CA. Fait que la Maison des jeunes est là, l'école était là, mais par disponibilité n'est plus là. Citoyens, représentants d'une entreprise, représentants du développement économique. Donc, c'était la Chambre de commerce au départ. C'est rendu le CAE du Val-Saint-François. Donc, notre concertation locale est sur le CA et selon les projets qu'on va lancer, bien, on va solliciter les partenaires du milieu qui peuvent être concernés par la cause du projet. Donc, oui, au départ, là, ça a ratissé vraiment large. On parle, même les filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, ont fait partie de toute cette réflexion-là. Après ça, ça a été réduit. Mais même au niveau des citoyens, c'était des ados, c'était des aînés, c'était des jeunes parents. Donc, il y a toujours eu l'idée d'inclure tout le monde autour de Valcourt 2030 pour en faire un point de chute de beaucoup de demandes et après ça, on essaie de dispatcher. On va devenir pratiquement un agent de liaison dans certains projets. Parfois, c'est nous qui allons prendre en charge un projet parce que ça ne tombe pas dans la cour de personne. Mais c'est un poste de PR beaucoup. Puis avec mon nom de famille, vous avez compris que je venais de Valcourt. Ça dépend dans l'entreprise, j'imagine. Fait que 38 ans de réseau à Valcourt, ça aide beaucoup. Là, même que des fois, je m'en vais dans des événements, puis il y a des gens qui me connaissent, puis je sais même pas c'est qui. Fait que quand vous parlez du bas, tu sais, des besoins viennent du bas. Fait que le Oui. bas, c'est pas juste le petit citoyen, ben, le grand citoyen, mais c'est aussi toutes les organisations, les chambres de commerce, la ville. Pour que ça soit clair pour nous tous, là, c'est vraiment le bas, mais c'est toute la population. Bien, on va dire acteurs du milieu en général. Exactement. Donc, ça peut être une organisation. Des fois, c'est l'école qui a besoin d'un petit coup de pouce pour un projet. Et ça va même jusqu'à un nouvel enseignant qui dit, ben, je dois organiser le bal des finissants. Il faut que je fasse le tour des commanditaires. Puis je les connais pas. Est-ce que tu peux m'aider à faire le tour de la liste, savoir les commerces qui existent encore et tout ça? Donc, oui, c'est un petit peu tout le monde. Les entreprises ont des besoins aussi, donc on peut les aider de ce côté-là. Mais le fait qu'on soit partenaire dans plusieurs projets, ça fait en sorte que le besoin peut émerger là, de plusieurs endroits. Et pré-pandémie, là, on va relancer ça bientôt. À toutes les années, on a un grand rendez-vous citoyen où on fait le bilan de ce qui a été fait l'année précédente, ce qui est en cours, en disant, ben là, c'est pas mal toujours les mêmes qui s'impliquent. Là. Ça va prendre un petit peu de bras ici, si ça vous tente. Puis si ça vous tente pas, on vous invite à nous proposer des projets pour que ça vous tente, puis on va vous aider à les réaliser. Fait que des fois, c'est du tout petit projet, puis des fois, ça va être des projets de plus longue haleine selon les propositions et le temps disponible. Là, on va avoir peut-être le temps pour une dernière question. Donc, préparez-la. Puis je sais que Caroline, tu voulais peut-être réagir. Tu voulais parler? Moi, je voulais juste ajouter, dans le cas des ateliers des savoirs partagés, c'est vague, hein, le terme communauté, puis c'est un peu volontaire parce qu'il y a des échelles territoriales différentes. Il y a des MRC aussi avec qui on travaille, puis il y a des territoires plus municipaux. Puis ça varie la composition aussi d'un endroit à l'autre. Tu sais, à Saint-Camille, par exemple, sur le comité de pilotage, il va y avoir l'école, la corporation de développement, le Petit Bonheur, les concerts de la chapelle. Il y a des élus en général un peu partout qui sont dans les comités. Il y a des endroits où ça va être justement plus du côté de la municipalité, donc des élus, des agents de développement de la municipalité. Puis ailleurs, ça va être plutôt le communautaire ou une gang d'organismes communautaires. Puis sur les territoires de MRC, bien, on voit que c'est un peu plus quand même formalisé, où ça passe par des démarches territoriales. Ensemble, développons la côte sur la côte de Beaupré, par exemple, ou agir collectivement dans Bellechasse. Bon, là, on va avoir plus le réseau de la santé, des organisateurs communautaires, tout ça. Là, fait que c'est Peut-être un dernier petit point sur la composition. On voit souvent des collaborations qui fonctionnent très, très bien, qui ont dans le noyau, parce que, puis Kevin l'a bien expliqué, c'est que les gens vont changer parfois autour de la table, mais c'est important d'avoir un noyau dur qui sait collaborer ensemble et qui a vraiment la même vision, vocation. Mais souvent, dans les collaborations qui fonctionnent de plus grande envergure, il y avait souvent des représentants citoyens ou entrepreneurs, donc vraiment micro, là, ceux qui sont concernés, qui se retrouvent dans ce noyau dur-là. L'individu peut changer, mais la représentation citoyenne demeure. Donc ça serait assez important parce que les acteurs du terrain sont quand même coincés entre l'arbre et l'écorce. Hein. Donc, ils doivent répondre à certains impératifs municipaux, régionaux, gouvernementaux et tout ça.
et en même temps représenter fidèlement les citoyens ou leurs clients ou usagers là, bien spécifiques. Donc, il faut qu'il y ait ce canal de communication-là des deux côtés et qu'on arrive à articuler une collaboration avec tout ça. Donc, vraiment beaucoup de défis. Là. Une dernière intervention. Je voudrais revenir un peu sur la question des ressources parce que je pense aussi, et ce que Caroline disait, un peu que ce que tout le monde disait, dans le fond, il y a la volonté. Je pense qu'il y a un vouloir de collaborer, mais il y a un manque de ressources souvent de pouvoir y arriver. Puis je pense aussi comme dans le contexte de financement, puis pour pointer personne, mais aussi on est encore un peu dans la valeur compétitive de qui collabore le mieux versus notre valeur collaborative, puis comment est-ce qu'on attribue une valeur d'améliorer. Ça aussi, puis je pense que c'est juste de voir, est-ce qu'il y a des discussions justement à voir comment est-ce qu'on peut améliorer, parce que nous, notre organisation, c'est partie de notre mission, on attribue des ressources et on essaie d'en trouver, mais pour ceux et celles avec qui nous, on travaille aussi, c'est pas nécessairement leur mission primaire, ils ont des services qu'ils livrent à la population, mais et nous aussi, même si eux, ils le souhaitent, puis nous, on le souhaite, c'est comme il y a une limite à leur participation parce qu'il manque des ressources pour y arriver. Alors, je pense que dans un contexte de bailleur de fonds autre, de comment attribuer la valeur, cette valeur collaborative, comment on y arrive à plaidoyer plus pour ça. Petite question. Destiné à tout le monde? Pour tout le monde? Oui, je pense que n'importe qui. Parce que je peux casser la glace. Moi, je vois 2 éléments de réponse, mais c'est une grande question qui est extrêmement importante. Premièrement, puis là, c'est la raison d'être de projets collectifs. Je pense qu'il faut se regrouper ensemble pour développer des ressources communes, déjà, au lieu que chacun développe ses outils numériques, ses bases de données, ses démarches de soutien, de mise en relation des communautés, réseaux d'aiguillage, qu'on puisse être plusieurs réseaux à développer ça ensemble et, à ce moment-là, générer un effet levier aussi des bailleurs de fonds pour développer cette infrastructure et ces expertises communes-là. Donc déjà, ça, je pense que c'est une chose. Après ça, il y a un discours politique aussi à développer pour dire ça, c'est important, ça doit être reconnu par les ministères, puis par les fondations, je l'entends quand même de plus en plus, qui reconnaissent là un levier d'action pour la transformation des modèles dans les milieux. Si on investit dans de l'animation, dans des démarches de collaboration, mais encore une fois, qui ne sont pas pilotées de l'extérieur ou pilotées par des objectifs stratégiques, mais pour accompagner les gens là où ils sont et là où ils voient des besoins, je pense qu'il y a une écoute de plus en plus, mais il faut travailler ce discours politique-là. Peut-être débloquer des fonds pour faire le travail, pour y avoir le financement pour continuer le travail. Mais ce que j'ai vu dans plusieurs collaborations, c'est que les gens commençaient à travailler ensemble, malgré le fait qu'il n'y avait pas les ressources idéales pour le faire, de manière à générer des résultats, puis à avoir quelque chose à montrer après comme argument concret. Et pour vrai, dans ces cas-là, c'était difficile, par exemple, pour un décideur ou un bailleur de fonds, de retirer ce qui avait déjà été fait. Donc, on a commencé à faire quelque chose. Il y a des gens qui ont bénéficié d'une activité et là, de dire on va la retirer parce qu'il nous manque du temps et de l'argent. Mais là, c'est drôle, on trouvait de l'argent, puis on trouvait du temps, puis on déchargeait les individus, mais c'est que ça a pris ces arguments-là concrets. Le quick win de tantôt, c'était ça aussi, et Philemon l'a mentionné, mais d'avoir là, des données concrètes à montrer. Mais là, ça fait qu'on vient de se légitimer, en quelque sorte, dans ce début de collaboration-là et de nouvelles ressources qui est créée, mais qui demande, elle aussi, un input là, de ressources. Fait que c'est peut-être une voie là, à envisager. J'allais aller dans ce sens-là aussi, parce que les quick wins, ça te permet de créer une réputation de cet organisme-là fait des projets et les mène à terme avec succès. Et quand tu commences la collaboration, en tout cas, c'est le cas pour nous, c'est de voir, bon, tu crées un projet, tu le développes, tout ça, et à un moment donné, demande de financement. Bien, qui a la mission qui se rapproche le plus des subventions disponibles, et ce sera cet organisme-là qui pourra faire la demande. Exemple, nous, ça pourrait être la Maison des jeunes qui fait une demande pour tout ce qui est santé mentale des ados. Mais nous, on va être partenaire là-dedans, puis on va avoir participé à la mise en place du projet. Donc, il faut être créatif. Et petite anecdote vite, on parlait le fait qu'il y avait beaucoup de roulement de personnel souvent dans les organismes, tout ça. Et nous, on commençait à se pencher là-dessus en disant, il faut documenter notre démarche, parce que si je pars ou il m'arrive une bad luck ou mon collègue, même chose, bien là, le projet, il se passe quoi avec ça? On n'a rien documenté. Et pour capter les apprentissages. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on va sûrement travailler ensemble. Mais là, il y a un partenaire financier qui nous a approchés pour dire, bien nous, ce que vous faites, ça nous intéresse.
on pourrait financer 5 ans, puis on va monter un projet autour de ça. Et en CA, on s'est dit, bien là, est-ce qu'on fait une demande de financement assez généreuse pour, pendant 5 ans, on fait exploser ce modèle-là, puis après 5 ans, on fait comme, oh, on fait quoi? Puis on est mal pris parce qu'il faut trouver du financement pour faire vivre le projet, ou on y va plus mollo, puis quand le financement sera terminé, bien, ça sera un moins gros trou. On a fait comme, bien, recherche de financement dans le communautaire, c'est pas tout le temps ça qui arrive, là. Fait que on a 5 ans, allons-y, amusons-nous, puis on verra où on sera rendu dans 5 ans, justement. Est-ce que ça sera nous qui allons refaire une demande dans un fonds quelconque ou ça sera un partenaire qui pourra prendre ce projet-là? On verra. Mais tout passe par la créativité, finalement. Oui, c'est ça, hein? C'est ça, on était dans le transitoire. Merci. Bien, on arrive pas mal au temps qui nous était imparti. C'était un marathon d'avoir à présenter d'aussi beaux projets. Kevin Bombardier, Joël Nadeau, Caroline Dufresne, Valérie Grandbois, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci.